Salut Julien, Et Benjamin, enchanté. écoute, bienvenue à toi sur cette nouvelle interview du Sommet Data. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation également. Écoute, je t'en prie. En fait, moi j'essayais de trouver une diversité de profils et c'est vrai que je pense pas que j'avais déjà vu ton profil avant, mais je crois qu'il m'a été suggéré par quelqu'un dans les commentaires, donc j'ai été voir. Et en fait, j'ai vu Ouais. que tu travailles en Suisse et donc ça peut être vachement intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui en ont marre de Paris et qui veulent peut-être potentiellement s'exporter. Donc, je trouve qu'on va pouvoir avoir des questions qui changent un petit peu par rapport à l'habitude. Et tu vas aussi pouvoir nous parler de ton parcours, de peut-être si tu as bossé avant à Paris ou pas, est-ce qu'il y a des différences, des choses comme ça. Mais avant toute chose, donc est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, dire voilà ce que tu fais exactement, depuis combien de temps, comment tu t'es retrouvé à faire ça et tout ça. Ouais, carrément. Alors, donc, du coup, Julien Hérault, donc, je suis basé, comme tu l'as dit, entre Genève et Lausanne, dans un petit village du canton de Vaud, pour ceux qui connaissent. Et je suis originaire Moi, de France à la tu es dans un boucher les montagnes. base. Et ouais, du coup, je disais, je suis originaire de France, de Bretagne, à côté de Rennes. Puis je me suis exporté il y a 10 ans. Alors, donc, j'ai étudié en France, à Centrale, à Lyon. Après, j'ai fait un double master en Munich, la TU München. Et après, j'ai commencé ma carrière à BMW là-bas, avant d'arriver en Suisse il y a 9 ans. Donc, ouais, ça fait un petit bout de temps. J'ai commencé dans la data, du coup, chez BM, en faisant des analyses, des modèles de simulation pour optimiser les flux logistiques dans les usines de voitures. Et suite à ça, donc, je suis arrivé en Suisse, c'était pour rejoindre ma compagne actuelle. Et là, je me suis lancé vraiment dans la donnée, vraiment de manière plus, je dirais, intense, plus technique. J'ai commencé comme data scientist à la Poste suisse à Berne. Là, je travaillais là-bas pendant 3 ans et demi en faisant des modèles, prédictifs un peu divers et variés pour maintenance prédictive ou pour du marketing, ouais, un peu tous les use cases classiques qu'il y avait en 2015. Et ensuite, donc j'ai monté une startup, une première startup, tech où on faisait de la détection de défauts sur des pièces, industrielles, typiquement des flacons pour l'industrie pharmaceutique ou des pièces de montres. Et suite à ça, donc après 4 ans, je me suis lancé en freelance, tout seul. Donc j'ai monté ma propre structure, ici, côté de Genève. Et où j'interviens pour de différents clients, dans différentes industries, pour les aider à mettre en place, leur, stack data. Donc là, je suis vraiment passé plus du côté, data engineering. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis actif, principalement sur Suisse, où je réalise des projets, donc soit pour, comme je me disais, pour des corporates, des grandes structures, où j'essaie à implémenter leur plateforme de données, ou alors plus au niveau stratégique pour des startups, où là, je les conseille vraiment d'un point de vue un peu plus high level, où je leur plus par exemple, le choix des outils ou le choix d'un design pour leur mise en place de plateformes de données. Donc voilà rapidement, donc en gros 10 ans d'expérience dans la donnée. Allez, j'ai vu un peu toutes les branches, hein, data analyst, data scientist et puis data engineer. Ok, bah écoute, super intéressant parce que 10 ans déjà c'est énorme. Parce que il y a plein de gens qui sont arrivés sur le marché, tout, on va dire en 2017, 2018 et même 2019-2020, avec un peu, il y a eu un peu une vague Exactement. suite à l'apparition de tout un tas de bootcamps et tout ça. Et c'est vrai que toi, tu étais là bien avant, donc on va pouvoir parler de choses qui sont assez intéressantes, de l'évolution du marché et tout ça. Tu disais que tu avais fait un double master. C'est un double master en quoi, juste pour préciser un peu? Ah, c'était l'ingénierie générale. Moi, à Centrale, voilà, on faisait un peu de tout. Et puis à Munich, si je me suis spécialisé dans la logistique. Voilà, optimisation des flux logistiques. Donc rien à voir avec l'informatique. Et c'est vraiment à travers des premiers stages que j'ai fait chez BM où là, j'ai commencé à coder, commencé à voilà, utiliser l'informatique pour optimiser des process, quoi. C'est là où Ouais, j'ai vraiment d'accord. commencé. Et après, ouais, après, c'est vraiment suite à la Poste à Berne, où là, j'ai vraiment codé vraiment de manière plus intense en Python, avec tous les outils de data science. Heu, Même on a fait un peu de Scala, des choses comme ça. Ok, ah, génial. Donc, ouais, à la base, je suis Parce que, vraiment ouais, ouais, généraliste. moi, alors, excuse-moi, des fois, tu vas m'entendre t'interrompre, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit lag entre nous, donc j'essaie d'attendre que tu finisses tes phrases, mais si j'ai l'impression que tu en finis une. Euh, donc, ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de profils comme ça qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs et qui finalement, ils n'ont pas fait tant de code que ça. J'en ai rencontré Non, plusieurs, notamment dans mon programme data, là, où en fait, quand je voyais le titre, enfin, parce que j'ai pas mal, moi, au début, je l'ai lancé pour aider les personnes qui sont en reconversion, et finalement, j'ai eu ouais. plus de la moitié, presque les deux tiers déjà inscrits, c'est des gens qui sont déjà en poste en CDI. Alors, il y a aussi un biais du survivant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus facile pour quelqu'un en CDI d'acheter le programme que pour quelqu'un qui est en reconversion.
Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas aider aussi les gens en reconversion, mais peut-être que le prix est encore un peu trop prohibitif malgré le fait que je suis largement en dessous des bootcamps. Mais, tout ça pour dire que j'ai eu pas mal de gens en poste et parmi ces gens en poste, il y en a beaucoup qui sont, qui sont en fait comme un peu comme ce que tu décrivais, c'est-à-dire ils sortent d'une grande école et pourtant ils ont pas fait tant de code que ça, donc arrivés sur le terrain, ils sont un peu en galère. Qu'est-ce que tu Ouais. donnerais comme conseil à ces personnes-là? Ouais, bah, déjà, je pense enfin, le marché, il a beaucoup changé en 10 ans. Enfin, je veux dire, moi, Mmh. c'est vraiment la naissance de la data, donc c'était relativement facile de rentrer sans avoir des grosses, «skills techniques» entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les entreprises attendent aussi, par exemple, d'avoir des data scientists qui connaissent un peu les best practices au niveau code, qui savent organiser du code, qui savent utiliser Git, qui savent, voilà, bien structurer du code, plein de choses comme ça. C'est pas la même chose il y a 10 ans. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'il y a, bah, il y a pas mal de ressources sur internet qui permettent de vraiment monter en compétence là-dessus. Bah, via des bootcamps comme tu proposes ou via des bouquins ou via enfin, voilà, plein de ou bien des projets personnels. Je pense à ça important d'arriver déjà en entretien avec quelques bases assez solides, quoi et les bases, bah, en data, c'est Python, SQL. Pour moi, c'est clair, c'est en interview, les gens, ils doivent connaître ces 2 langages. Alors connaître, ça ne veut pas dire forcément maîtriser jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire qu'au moins être capable d'être autonome et être capable de résoudre des problèmes soi-même. Je crois Mmh. qu'en Python, être capable d'installer des libres de manière, voilà, complètement autonome, être capable de créer du code qui va être maintenable, pas écrire des lignes de code qui vont faire, 300 caractères de long. Enfin, plein de choses comme ça, en fait, c'est juste où on sent que les personnes ont déjà codé un minimum. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que le marché demande Mmh. et c'est un des prérequis, je dirais, en entretien. Ouais, effectivement. Donc on va et donc OK, ouais, donc ça, c'est pour les personnes qui, comme tu disais, sortent de ou comme on en parlait, sortent d'une école d'ingé. Heu, Ouais. au niveau de l'évolution, parce que tu disais, bon, ça a beaucoup évolué depuis 10 ans et aujourd'hui, on est beaucoup plus exigeant. Heu, Mmh. c'est quoi les plus grosses évolutions que tu as vues là, sur le cours de ta carrière? Et Au niveau des outils, au niveau des exigences, au niveau ce qui te vient à l'esprit? Ce qui te frappe un peu entre voilà. aujourd'hui et il y a 10 ans? Moi, je pense que c'est plus au niveau du rôle des rôles des gens, dans le sens où, il y a 10 ans, c'était pas du tout structuré. On prenait, typiquement, quand j'ai commencé, les gens, ils voulaient utiliser la donnée. Ils savaient pas pourquoi ni comment, donc ils se sont dit: «Voilà, on va prendre un data scientist et on verra ce que ça donne» Ah et ouais. du coup, le data scientist se retrouvait à faire, tout sauf, bah, du modeling, la préparation de données, aller discuter avec les gens pour récupérer les données, comprendre d'où étaient les données, faire du cataloguing, Et enfin vraiment ça t'est faire de arrivé tout. toi de tu as eu besoin de faire un peu tout ça là, quand tu étais à BMW ou à La Poste? Ouais, alors à la BMW, c'était très spécifique. C'est-à-dire que c'était une équipe qui faisait vraiment que de la simulation. Donc il y avait tout un environnement qui était déjà préparé. Donc c'était un peu différent. C'était vraiment de la R&D dans une entreprise Mmh. très R&D. À la Poste, c'est pas du tout une boîte R&D, c'est plus une boîte qui va fournir un service. Puis j'ai commencé dans l'équipe, qui gérait la production, en gros le les machines de tri des colis et en fait, j'ai commencé avec, littéralement avec un ordi qui avait les mêmes droits qu'une secrétaire. Dans le sens où rien que pour avoir Python, j'ai dû attendre 2-3 semaines. Pour avoir Ouais, le OK. droit d'installer, pour avoir le droit d'installer des packages. Donc on est vra je partais vraiment de très, très loin et ça, je pense qu'aujourd'hui, on voit plus ça, quoi. J'imagine. Dans le sens où les gens, ils ont déjà des postes de travail relativement. Je vais pas dire le client à Paris, mais j'ai un client, il m'a fallu 1 mois pour avoir mon environnement de travail connecté à la VM qui permettait d'accéder aux données. 1 mois. Et quand j'ai fait le Ouais, réflexe, on m'a dit: «Ouais, bah, c'est comme ça tout le temps». Donc les mecs, ils s'en foutaient, ils perdent 1 mois de TGM, ça je pas plus que ça pour tous leurs consultants et ils en prennent beaucoup. Bon voilà, donc mais c'est voilà, plus l'exception que la règle. Je suis avantage. d'accord avec toi que ouais, ouais. Mais OK, ouais, donc tu as dû OK, vraiment défricher à la Poste, un peu faire un exactement. multi-rôle, multi-casquette. Exactement. Puis au début, tu essaies de comprendre les données qui existent, la qualité des données, comment les récupérer, comment les traiter, où est-ce que tu peux les analyser, avec quel outil. Voilà, il y a vraiment beaucoup de travail en amont avant de vraiment avoir la valeur ajoutée. Je pense qu'aujourd'hui, bon, toute cette partie, elle a été plus ou moins défrichée, je pense, par beaucoup d'entreprises. Et donc du coup, les gens ils les profils sont vraiment spécialisés. C'est-à-dire qu'on va avoir, voilà, un data scientist qui va vraiment faire du modeling où il y en a besoin, un ingénieur, data engineer qui va vraiment être plus sa partie data platform et un analyste qui va faire interaction avec le business. Je pense que les équipes sont vraiment structurées, ce qui fait qu'aussi au niveau des besoins des entreprises, les gens vont chercher beaucoup plus de gens spécialistes, de profils spécialistes plutôt que de profils, peut-être généralistes qui étaient bien vus il y a 10 ans quand il fallait tout défricher, mais peut-être qu'aujourd'hui que les entreprises je pense que savent mieux ce qu'elles veulent et potentiellement elles cherchent des gens un peu plus spécialisés avec plus d'expérience et cetera.
Ouais, bah, tu vois, c'est marrant, il y a Jean que j'ai interviewé, Jean Millepied que j'ai interviewé pour une autre interview. Lui, il conseillait en fin d'interview alors je sais pas si l'interview sera montrée avant ou après, quand je ferai les vidéos au fil de l'eau du mois de mai, mais ce qu'il a dit ou ce qu'il va vous dire, ceux qui écoutent la vidéo, c'est de se spécialiser même au sein même de la data science. C'est-à-dire au-delà de la spécialisation, de la limite qui est un peu OK. moins poreuse entre les métiers, au sein des métiers, lui, il dit: «Bah, en data science, penchez-vous un peu sur les time series parce que ça va pas bouger» et il y a un peu un vide là-dessus en France au niveau des compétences. Heu, donc il y a ça et il y a Après ça c'est ouais, apparition de rôles qui sont un peu hybrides, mais spécialisés quand même comme des analytics engineer ou BI engineer ou des choses comme ça. Donc comme tu dis, je pense que les rôles ils se spécialisent et un data scientist un data scientist, d'ici quelques années, ça va plus vouloir dire grand-chose, en fait. Je pense que tu vas vraiment avoir, ouais. tout comme tu dis, bah, un médecin, ouais, d'accord, un médecin, mais tu vois, médecin en quoi? Tu vois? Je pense que c'est En fait, un je peu pense qu'il y a 2 stratégies possibles. C'est soit, devenir très spécialiste dans une verticale, donc typiquement dans une industrie. Voilà, je par exemple data scientist dans les medical devices. Ou alors data scientist ou data analyst dans, voilà, dans le je sais pas, dans la gestion des eaux pour une, collectivité publique, je sais pas. Et je pense que ça, c'est une bonne stratégie à avoir. C'est-à-dire que tout ce qui est plus proche du business, essayer de le spécialiser à une industrie. Mais par contre, toute la partie engineering, ça, je pense, ça va être des compétences qui vont rester relativement transversales. Et je pense que mmh, suivant la personne, enfin, c'est un peu des goûts aussi, personnels, où est-ce qu'on est dans ses carrières, ça vaut le coup d'aller dans une des 2 directions. Donc soit de spécialiser dans une industrie ou soit de de revenir plus du côté engineering, ce qui permet d'être un peu cross entreprise, mais un peu plus généraliste, voilà. Je dirais que c'est un peu les 2 voies aujourd'hui que je verrais pour les gens. Sachant que si quelqu'un a déjà une expérience dans une boîte, pas forcément dans la data, bah, pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée dans la data, c'est de rester dans cette boîte, utiliser les compétences métiers et passer analyste pour après passer scientist ou ingénieur. Enfin, c'est clairement des accélérateurs. ouais, ouais, c'est clair. Le fait d'utiliser ce qu'on sait déjà en fait, c'est vrai que les recruteurs pensent beaucoup comme ça et notamment pas forcément les recruteurs techniques, mais les recruteurs RH. Ils voient ça comme une, case à cocher, en fait et s'ils peuvent présenter au client un CV en disant: «Bah, regardez, lui, c'est pas un expert data, par contre, il a déjà travaillé dans votre secteur». C'est toujours très important, genre: «Ah, il a déjà fait de la banque» ou «Il a déjà fait de l'assurance» ou «Il a déjà fait de la Ouais, juste mutuelle» ou «Il a déjà fait du retail» ou ce genre de choses. Ça donne un argument, en fait, juste aux gens qui trient les CV pour dire: «Ah bah, lui, je l'ai retenu parce que vous voyez, il a déjà travaillé dans votre secteur, donc il connaît vos problématiques». Ce qui est d'ailleurs toujours vrai, parce qu'en fait, tu peux avoir fait du retail en supply et là, tu vas être sur du retail en gestion client et ça n'aura peut-être rien à voir, mais en fait, ça donne quand même déjà un argument recruteur, donc c'est vrai que se spécialiser sur un après la problématique qu'on a, je pense OK. que pour les data engineers, c'est moins difficile. Les data scientists, généralement, c'est des profils curieux. Donc eux, leur dire, «Tu vas faire 20 ans de retail ou 20 ans de supply», je sais pas s'ils ont si, tu vois, ils ont envie de se dire, heu Ouais, après je pense que dans chaque discipline, tu as besoin d'être curieux. Enfin, dans l'informatique, de manière générale, tu as besoin d'être curieux et heu et je pense que me même si tu es 20 ans dans le retail, il y a tellement de problèmes, enfin, qui existent qu'en fait, tu arrives jamais à la fin, quoi. Les technologies évoluent aussi. Enfin, je veux dire, je pense que résoudre aujourd'hui, une time series, pour prédire les ventes, d'une boîte d'e-commerce, de le faire aujourd'hui ou il y a 5 ans, ça a rien à voir et je pense mmh, que c'est ça qui rend les choses intéressantes, c'est aussi l'évolution des outils et puis les besoins aussi. Je pense que les boîtes, génèrent de plus en plus de données, les gardent de plus en plus, donc je pense qu'aussi les use cases qui sont accessibles évoluent beaucoup, donc ça, je pense, ça rend aussi le possible de faire 20 ans de data scientist dans une boîte de retail. ouais. J'aimerais revenir sur la partie, détection de défauts, parce que si j'ai bien compris, tu as passé à peu près 4 ans dans cette startup que toi tu as créée, si j'ai bien Exactement, 3 ans, ouais, 3 ans. oui, 3 ans. Donc tu as créé cette startup. Comment tu attaques le sujet? Parce que détection de défauts, ça peut être très large. Toi, tu as décidé de réduire au maximum en disant, tu m'as dit les les pharmaceutiques, par exemple et Exactement. c'est quoi? Alors en fait, on est parti très, très large. Tu te présentes au client comme disant: «Je suis expert en détection de défauts dans la pharmaceutique. Filez-moi un jeu de données et je me démerde avec». Ou est-ce que enfin, tu vois, par où tu commences pour faire un projet comme ça? Bah, enfin l'entreprise, on l'a commencé de manière très générique. C'est-à-dire que c'est avec un autre cofondateur qui était plus la partie sales, c'est moi qui étais plus technique et du coup on s'est basé sur les compétences techniques pour aller voir plein de clients dans plein d'industries, pour comprendre les use cases, faire des projets à droite à gauche et puis à bout d'un moment, on a décidé d'attaquer ces verticales parce qu'on voyait qu'il y avait un besoin récurrent, notamment en Suisse où il y a beaucoup de production pharma
et donc on a créé tout un discours autour de ça, créé des exemples, créé des démos pour gagner la confiance. Puis après, au fur et à mesure, tu arrives à avoir des projets en prod et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc vraiment, un peu comme un entonnoir, on est parti très large et puis on a raffiné au fur et à mesure, Ouais, d'accord. à l'endroit où il y avait un vrai besoin. Et alors comment ça se passe? Tu vas les voir en disant en gros, c'est sur slide, donc tu prépares des slides et tu fais un peu un deck de slides en disant: «On est capable de Ouais, faire ça aujourd'hui dans le monde de la data science, de détecter des trucs. exactement, On pourrait peut-être le faire pour vous. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une démo?» Et là, exactement. Puis après, on a fait des démos, on a fait des démonstrateurs, on a invité des gens à venir voir. Voilà, parce qu'en gros, gagner la confiance, c'est un peu comme dans n'importe quel business. Le but au début, c'est de gagner la confiance des gens et donc on a fourni pas mal de matériel, gratos. On a fait des démos et puis, au fur et à mesure, on a réussi à avoir des premiers projets, les premiers projets entraînent les deuxièmes projets et cetera. OK, Voilà, c'est et la question qui arrive derrière ça, c'est comment tu chiffres tes projets? Parce que le problème qu'on a, moi j'avais le débat l'autre jour avec un freelance, Christophe Blefary, qui est freelance en data engineering, qui est assez calé dans son métier, et lui, il me dit: «Je fais pas de forfait parce que», donc forfait pour ceux qui nous écoutent, c'est, dire à un client, «Tu me donnes telle enveloppe pour, par exemple 20 000 € et moi je te fais un data lake». Tu vois? OK. mmh, Et tu dis: «Il y aura un résultat final». C'est comme quand plus simple pour se l'imaginer, vous êtes dans le web, le client vient vous voir: «C'est combien pour avoir une page web avec un bouton, un tunnel de vente et puis un truc?» Vous dites: «Bah, c'est 9 000 € hors taxes». Le client, il signe. Ensuite, à vous de vous démerder. Si vous mettez 20 jours ou 40 jours, c'est pas de problème. Faut que ça va être 40 jours parce qu'il y a une deadline, mais si vous devez travailler soir et week-end ou si au contraire vous faites ça en 2 heures par semaine, en 2 semaines et que vous avez le même résultat final, bah, si vous avez fait ça en 5 heures, bah, pour 5 heures, vous avez réussi à facturer, 10 000 € le site et donc bravo à ouais, vous, ça fait 2 000 € de l'heure. Par contre, si vous devez travailler soir et week-end, c'est pour votre part. Donc ça, c'est du forfait et ce qu'il dit, Christophe, c'est très difficile dans la data de travailler au forfait. Toi, tu as réussi à faire des forfaits ou tu arrivais à tenir tes deadlines et tout, comment tu t'y prenais? ouais, c'est compliqué, hein, parce que je pense que ça dépend des projets. Dans un projet data science, c'est pour ça que je serais un peu aussi partie de la data science. C'est très, très dur à pricer parce qu'en gros, on demande à par exemple de s'engager sur des, je sais pas 90 90 de précision et tenir ça, c'est impossible de s'engager là-dessus, en fait et du coup, porter le risque sur un chiffre, sans avoir en plus vu les données généralement, Ouais, c'est très c'est compliqué. ça. Donc c'est-à-dire que Mmh. c'est toi qui portes tout le risque et c'est pour ça qu'en data science, je trouve que c'est très dur de vendre des projets aux entreprises, en forfait. Donc en général donc nous on avait en fait, c'était pas vraiment du consulting qu'on faisait, c'est qu'on faisait plus de on a une vision un peu plus produit. Donc dans le sens, c'est pas pareil parce que le produit, une fois que tu l'as créé, tu peux potentiellement le revendre, tu peux capitaliser là-dessus. Donc je Mmh. pense que c'est un peu un autre sujet. Mais en consulting, c'est vrai que en data science, je trouve que c'est très, très dur et c'est pour ça qu'en engineering, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de faire du forfait. Dans le sens, j'ai envie d'avoir cet outil qui marche, c'est facilement quantifiable, on est capable de mesurer le résultat et donc du coup, en tant que prestataire, c'est possible de porter le risque, hem, du projet. Alors qu'en data science, c'est vraiment compliqué. Et pour le coup, je serais vraiment intéressé de voir comment d'autres gens le font, parce que moi, j'ai jamais réussi à résoudre ça. Parce qu'en plus, Bah, data voilà, science, je connais pas grand monde qui le fait, mais la personne que tu disais là, Christophe, lui, il est en data engineering et même en data engineering, il se lance pas là-dedans parce qu'il estime que c'est trop risqué. Donc ouais, ce serait intéressant que mais on va rebondir là-dessus. En data science, il y a peut-être, mince, STK Data là, Valentin Masse de Sayer, il a créé une start-up. Lui, son objectif, c'est d'aider les PME. En fait, il s'engage, mmh soit vous gagnez de l'argent, soit on travaille pour vous gratuitement jusqu'à ce que vous en gagniez ou je sais plus quelle est son offre. En fait, c'est une offre où il prend tout le risque sur mmh, lui et apparemment il y arrive. ouais, Mais je pense qu'il y arrive parce qu'il choisit spécifiquement ses use cases en fonction de, j'ai déjà travaillé pour 5 boîtes qui ont le même problème. À chaque fois, j'ai réussi ouais. à les aider et peut-être que lui, il a un peu ce nez-là pour choisir les clients où il est sûr qu'il va pouvoir les aider. Je pense aussi qu'il y a une phase de diagnostic en amont où, il ne peut Exactement. pas payer le client tant qu'il n'est pas sûr qu'il va pouvoir être utile. Et ça, du coup, j'essaierai de le recevoir pour lui poser la question. Ça serait intéressant. Nous, on avait essayé le pricing un peu variable suivant les résultats. Mais en fait, ça, souvent, ça avait été refusé parce que le problème, c'est de mesurer, en fait, mesurer ton impact Ouais, de manière, objective. Et ça, c'est très compliqué. C'est encore des négociations en plus. Donc au final, ça complexifie plus le pricing qu'autre chose. Et puis, bah, voilà, des fois, je pense qu'il faut pas essayer de trop réinventer la roue, quoi. Faire un consulting, facture des jours ou des projets quand vraiment c'est bien cadré. Point final, quoi. Après, je pense qu'il y a des fois, il faut pas trop chercher.
Surtout que les gens, ils sont habitués, aujourd'hui à acheter comme ça, donc au final, autant Ouais, utiliser c'est clair. Moi, le je dis processus. toujours aux gens, arrêtez de penser que vous allez faire parce que ça fait flipper pas mal de gens de se lancer en freelance parce qu'ils se disent: «Oh là là, comment je fais pour vendre, tous les mois, faut que je trouve un nouveau client?» Je fais: «Bah non, ce qui se passe, c'est que tu es comme d'hab, tu as ta mission, elle va durer peut-être 8 mois, 1 an, 2 ans, chez le client. Sauf qu'au lieu d'être en CDI, tu es en freelance». En tout cas en France, tu vois? C'est enfin, en data, c'est pratiquement que de la régie. Et alors, il y a plein de gens dans le monde du dev web qui disent: «Ouais, bah arrêtez la régie, parce qu'en fait, du coup, vous pouvez pas scaler, enfin, tu vois, tu peux pas gagner plus. Si tu es au jour, si tu veux faire plus de 200 000 € par an, bah, en fait, il faut facturer 1 000 € par jour et faire 220 jours, tu vois? Donc, faut se lever tôt, tu vois? Parce que, trouver la mission à 1 000 € par jour, c'est pas les rues. Il faut que tu aies une mission comme ça toute l'année. En fait, très difficile de faire plus de 200 K, en data, parce qu'on a que des projets au journalier. Mais à côté de ça, notre vie, elle est beaucoup plus cool parce qu'on passe pas notre vie à faire de la prospection, à trouver le prochain client, le prochain mois, tu vois? C'est le client, il est là, il va pour moi et puis ta vie, elle est donc, moi, je trouve que tout ça pour faire 30 K en plus, donc de toute façon, tu sais qu'à l'issue, tu vas perdre de 20 en cotisation et puis, 40 en impôt sur le revenu. Bon, bah, en fait, tu as perdu, Ouais. 60 de tes 30 K en plus, donc, il t'en reste 12, quoi. Bon, est-ce que ça vaut le coup de faire tout le process de retrouver un client pour le mois prochain, tout ça, juste pour cette petite marge en plus? J'en suis pas certain. Donc, il y a cette tendance-là sur LinkedIn de dire: «Ouais, arrêtez de faire du forfait». Donc, j'aime bien en parler pour remettre un peu les choses au clair, quoi. Ouais, ouais, c'est aller du consulting, ça veut dire devenir une ESN, une très grosse ESN au final. C'est ça, ouais, c'est Ça ça, revient à ça pour exactement. moi. Et Mmh. et et après ça a un modèle, mais le modèle des ESN, il n'y a pas des taux de marge qui sont énormes non plus, par rapport à du SaaS ou des choses comme ça. Donc au final, est-ce que ça vaut la peine, en tant que freelance, de vouloir scaler son activité? Je suis pas sûr. Je pense que Ouais, non, puis tu vois, tu deviens la 300e ESN où tu racontes toujours aux juniors que: «Ouais, j'aimais pas le business model parce que c'était pas humain, donc du coup, j'ai créé mon ESN à taille humaine». C'est pas le même discours, tu vas être obligé d'avoir le même pour essayer de vendre ton truc, alors qu'en fait, bah non, tu veux juste scaler ton activité, soit francs 6 minutes. Donc bref, ouais, donc non, non, je pense que c'est très bien d'être au jour, mais je serais curieux de voir si quelqu'un arrive parce qu'en fait, au-delà de l'aspect commercial et il faut faire des démarches et tout, ce qui est intéressant, c'est l'aspect technique. S'il y a une personne qui arrive à craquer le code de: «Je suis capable de livrer un projet data avec, 80 de certitude que, il me faudra moins d'un mois pour le plier», bah, je serais curieux de connaître sa méthode. C'est plutôt là-dessus, moi, que c'est intéressant. moi j'ai 2-3 idées un peu réfléchi à ça. Je pense, ouais, en gros, l'idée, c'est un peu d'enlever toujours un peu d'enlever son temps de l'équation. Et il y a des produits, je pense faire un audit, c'est quelque chose, je pense qui se vend un peu au forfait. Ouais, tu arrives, tu viens, tu fais un audit. Heu, ça peut être une verticale intéressante. Après, il y a aussi tout l'aspect automatisation de son activité, dans le sens, voilà, par rapport à un autre consultant, moi, j'ai déjà plein de briques d'automation. J'arrive et puis je vais résoudre le problème, 3 fois plus vite, parce que j'ai des templates ou des choses comme ça. Ça peut être aussi une approche. Et après, il y a un peu la vente de contenu. C'est-à-dire que, voilà, si vous travaillez avec moi, j'ai plein de contenus, j'ai plein d'analyses, j'ai une formation, j'ai des cas d'usage, j'ai un réseau aussi de gens qui je peux demander conseil pour résoudre les problèmes. Voilà, tout l'aspect un peu information aussi qui est intéressant. C'est un peu les trois que j'ai identifiés pour scaler un peu un minimum, enfin scaler, pour automatiser une partie de l'activité, ouais. Mmh mh. Ouais, bah, écoute, ouais, moi, je trouve que c'est super intéressant, mais on est peut-être déjà trop loin dans la enfin, là, en vrai, on résout des problématiques de freelance plus plus, un peu senior, qui voilà, c'est peut-être la problématique qu'on a nous, mais je pense que la plupart des gens, ils sont pas encore à ce niveau-là de création de produits, d'offres et cetera, ou verticales. Qu'est-ce que tu dirais de faire? Parce que toi, tu as quand même déjà 10 ans d'XP, donc tu as dû quand même pas mal naviguer, les nouvelles technos, il y a des nouveautés, il y a Spark qui est apparu, puis ensuite il y a Databricks, ensuite, le cloud, puis machin, donc tu as navigué tout ça. On revient pas 5 ans en arrière. Si aujourd'hui, au lieu d'avoir 10 ans d'XP, on est en 2024, on a que 4. Comment tu procèdes pour faire tes choix de next move de ta carrière parmi tout le bordel, qu'il y a, disponible, en termes de nouvelles techno, nouvelles tu vois? OK, donc plus technique alors. Quelle, techno en gros, est Alors pour les pertinente pour confirmer, ça? après ça peut être une stratégie, mais les stratégies, tu en as parlé un petit peu sur le fait de se spécialiser plutôt sur un cœur de Ouais, métier, une thématique comme ouais. par exemple la banque ou l'industrie. Mais là, ouais, plus la technique, comment faire pour En s'améliorer dans ce fait, domaine, c'est quoi. enfin, en gros, la tech, c'est des cycles. C'est, soit ça centralise, soit ça se décentralise et puis ça alterne à chaque fois. Là, on a vécu un cycle de décentralisation. Donc en gros, les 4-5 dernières années, il y a plein d'outils qui ont popé de partout.
Ce qui fait que c'est comme tu dis, c'est un peu la jungle et là, je pense qu'on est dans une nouvelle phase où ça se recentralise au niveau de voilà, il y a quelques acteurs. Typiquement, bah, il y a les cloud providers, AWS, GCP, Azure et puis il y a les pardon, il y a les warehouses, donc Snowflake, Databricks, Mmh. BigQuery et en fait, tous ces 2 types d'acteurs, ils ont tendance aujourd'hui à rebundle, c'est-à-dire qu'ils absorbent un peu tous les outils. Ce qui fait en tant qu'ingénieur, je pense que c'est assez pertinent de faire voilà, de faire le pari de ces 2 technologies. C'est-à-dire maîtriser un cloud et maîtriser une warehouse, les 2 et en fait, en maîtrisant les 2, vous serez capable de gérer, en fait, un peu toute la stack, parce qu'en général, c'est typiquement dans une data stack, on va avoir un data lake, qui va être sur par exemple sur AWS et une warehouse par-dessus, typiquement Snowflake. Enfin typiquement, c'est un exemple. Je crois qu'en France, il y a pas trop AWS, mais c'est plus GCP. Si, si, AWS, si, si, ils raflent une bonne partie du marché, mais il y a Google Cloud, en fait, GCP, ils sont très, 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 très actifs commercialement. Ils déploient une énergie incroyable pour faire des deals, pour poser des clients, et donc j'ai l'impression qu'ils sont en train de remonter. Moi, j'ai parlé récemment à un CEO d'une startup qui fait de la prestation de service. Il me dit, moi, là, rien que moitié GCP, ils m'ont apporté 2 clients finaux. Il me dit, je serais même pas contre le fait de faire 100% GCP. Genre, tous mes consultants, je les mets à fond là-dessus. Si GCP continue OK. à m'apporter des offres comme ça. Et ça, c'était à Paris. Parce que moi, j'habite à Lille, tu vois. Et à Lille, Ouais. c'est beaucoup de retail, Auchan, Leroy Merlin, Adeo, etc. Et il y a du GCP partout. Et donc, en fait, je pense que Avec AWS reste majoritaire en France en termes de cloud providing, mais en grande partie, je pense, à cause de services web comme Cognito, des choses comme ça. Et, mmh, et je pense que pour tout ce qui est data, petit à petit, mais c'est juste une intuition de ma part, j'ai pas les chiffres, GCP va commencer à prendre de l'ampleur. Mais je pense qu'il pour l'instant, il reste quand même troisième en termes d'adoption. ouais, En tout cas, maîtriser un. Après, je pense que tu as raison ouais, exactement. maîtriser un, parce que de toute façon, c'est les mêmes services qui s'appellent pas pareil, mais dans les deux cas, tu as un outil de Ouais. requêtage, dans Moi, les deux cas, tu as un outil de stockage, dans les deux cas. en fait, ouais, là, j'ai entendu un peu les 2 avis dans le sens, oui, si tu en maîtrises un, tu les maîtrises tous ou alors l'avis, Mmh. ouais, OK, conceptuellement, tu les maîtrises tous, mais vraiment pour travailler et puis le délivrer rapidement, en fait, ça se sent quand les gens ont l'expérience ou pas Ouais. sur un des 3 et Mmh. donc je pense qu'en effet, en maîtriser un, ça permet de changer rapidement, mais par contre pour vendre, vendre ton temps, vendre tes missions, je pense que c'est mieux d'avoir une expérience, assez concrète sur un des 3. Mais du coup, pour répondre à ta question, je pense que voilà, donc je disais un cloud, une warehouse, SQL, Python, comme on l'a abordé tout à l'heure et je pense qu'il y a un bon différenciant, alors au niveau engineering notamment, peut-être moins au niveau analyse et data scientist, c'est, Terraform. Être capable de maîtriser Terraform. Ça, je pense, c'est un bon différenciant. Je pense que ça peut être assez intéressant, stratégiquement alors pas forcément maîtriser Terraform au bout des doigts, mais vraiment maîtriser au moins les concepts, savoir comment ça marche, à quoi ça sert et cetera. Et il y a un autre point aussi, je pense qui est souvent mentionné, c'est bon, qui est un peu aussi, cerise sur le gâteau, c'est un peu l'orchestrateur. Souvent, dans toutes les stacks, il y a un orchestrateur. Être capable d'en maîtriser un, montrer que, voilà, tu as un petit projet de démo, je pense que ça peut être aussi un plus. Mais je dirais le core, c'est, SQL, Python et puis, un cloud et une warehouse. Je pense que c'est un peu les skills sur lesquels je me concentrerai, pour décrocher un job. Après, il faut être assez stratégique dans le sens, suivant quel secteur vous visez et cetera, choisir, AWS ou GCP. Je pense que ça vaut le coup de faire des petites recherches, faire des interviews aussi des gens qui travaillent déjà dans les industries pour savoir ce qu'ils utilisent. Je pense que ça peut être assez pertinent parce que voilà, par exemple, enfin là dans le canton de Vaud en Suisse, il y a beaucoup d'Azure. Donc je pense que si je recommencerais aujourd'hui, je ferais de l'Azure parce qu'il y a tout le monde qui veut faire de l'Azure. Ouais, ouais, OK. j'ai Ça, l'impression que c'est une grosse part du marché. OK. Je savais pas. Donc ouais, Azure et AWS, GCP, il y a beaucoup moins, pour le coup. Enfin, ce que je perçois, hein, c'est probablement biaisé, mais mais ouais, donc du coup, je pense que ça vaut le coup de rechercher suivant si les gens sont déjà dans une industrie ou non, choisir le bon cloud pour progresser. Parce qu'en fait, on voit vraiment en entretien la différence entre les gens qui maîtrisent ou pas un cloud. C'est-à-dire maîtriser les services qui sont proposés, savoir lesquels utiliser ou non. Typiquement dans AWS, à chaque fois pour une solution, il y a 1000 outils disponibles. Donc savoir choisir quel outil pour quel use case, je pense que c'est une bonne valeur ajoutée en tout cas.
Ouais. Alors, au moins au niveau de l'ingénierie en tout cas. Après niveau scientist là, Ouais, j'avoue que je suis c'est sûr. un peu perdu. Je suis plus trop à la page. Ça fait quelques années que j'en fais plus. Mais, au niveau engineering, c'est ça que je recommanderais. Ouais, c'est intéressant, je pense que c'est une bonne info. Tu aurais une préférence pour, l'orchestrateur qui pour maîtriser un? Bon, il y a Airflow, qui est un peu décrié de partout, mais bon, qui aujourd'hui, c'est la plus grosse part de marché. Donc en fait, simplement, je ferai un projet, voilà, de démo avec Airflow dedans. Ça montre, qu'on sait l'utiliser, qu'on connaît, voilà, qu'on connaît, les différents objets, les différentes structures qu'il y a dedans et voilà, montrer qu'on connaît ce que c'est un DAG, ce que c'est une tâche, comment on orchestre, pourquoi, comment. Mmh. Je pense que c'est que du bonus, ouais. Yes et ouais, bah, pour Airflow et la part de marché, en fait, c'est la même chose que Python, hein, on peut dire tout ce qu'on veut, en fait, Python, c'est lent, c'est enfin, tu vois, c'est interprété, donc ça amène tout un tas de problèmes, c'est pas fortement typé, donc du coup, tous les mecs qui font du Java, ils l'utilisent, mais en fait, l'adoption fait que, bah, en fait, c'est pas à toi de choisir, quoi, tu vois? C'est, et donc Airflow, c'est un peu la même chose. Ouais, Là, j'ai bossé pour une startup qui était sur, Luigi, je sais pas si tu connais Luigi? C'est un c'est orchestrateur, Spotify, c'est bon. je crois, C'est ouais. pas Spotify qui avait ça. Ouais, ouais et tu vois, le truc et toi, tu arrives là-dessus, tu fais: «Les gars, enfin, tu vois?» Moi, je veux bien, hein, mais tout à supposer que vos juniors, aient fait un peu de code avant, ce qui est même pas sûr, ceux que vous allez recruter dans les 3 ans qui viennent. Parce que comme tu dis, ils peuvent sortir d'école d'ingé, généraliste et donc ils auront jamais codé. Mais à supposer même qu'ils aient codé et qu'ils aient fait un orchestrateur à la fac, ce qui serait déjà génial, ce sera certainement pas Logi. Ouais, Vous allez payer un temps fou à les faire monter en compétence sur Logi à chaque fois, juste parce que, vous avez fait le kiff, de de partir sur Luigi plutôt qu'Airflow, quoi. Les mecs se sont dit: «Ouais, bon, c'est vrai qu'en fait, comme on est en phase de scale-up et de recrutement massif, il est peut-être encore temps pour nous de changer». Je sais pas s'ils l'ont fait finalement, c'est le conseil que je leur avais donné, mais j'étais pas resté très longtemps. Mais ouais, ouais, en fait, ouais, l'adoption au-delà de parce que pour ceux qui nous écoutent, tous les 2 ans, il y a un nouveau langage à la mode qui sort, tout le monde vous dit: «Ouais, c'est l'avenir» et du coup, c'est très tentant de se dire: «Bah, puisque ce langage-là, c'est l'avenir, je vais me mettre tout de suite dessus, comme ça je serai un précurseur et je serai dans les premiers embauchés. Ouais, mais c'est risqué. Parce que si finalement c'est pas si l'avenir que ça, en fait vous avez passé 1 an et demi, voire 2 ans à apprendre un langage que personne n'utilise. J'ai vu des gens, à une époque, il y a, Jeremy Howard que je cite très souvent, qui est, le fondateur de FastAI. Je le cite très souvent parce que j'aime beaucoup son approche de l'apprentissage, il a fait une librairie incroyable, il est devenu numéro 1 de Kaggle en data science, alors qu'en fait le gars, tu sais, il avait même pas un diplôme d'ingé, il avait un diplôme de philo, je crois. Heu, il est devenu ensuite président de la plateforme, donc tu vois? Il sait de manière générale de quoi il parle et c'est pas du jeu rigolo. Mais c'est aussi un puriste et donc quand il y a Swift qui est sorti, il a voulu lancer un grand mouvement avec Swift pour TensorFlow. Enfin, les gars qui ont créé Swift, ils ont créé Swift pour TensorFlow et lui, il a voulu faire un truc avec FastAI pour Swift pour TensorFlow. Enfin, c'est une espèce de dynamique de: «Allez, on va tous apprendre ce langage parce qu'il est beaucoup mieux que Python» et tout ça et en fait 2 ans plus tard, tu vois, personne n'en parle et donc le danger, c'est ouais. ou même 3 ans, même plus tard et donc méfiez-vous de les gens qui disent sur internet: «Ouais, Python, c'est mort parce que c'est moins efficace». Ouais, c'est moins efficace, mais en fait, c'est la question n'est pas là. Le no-code, c'est sans doute aussi moins efficace que de faire du C, mais comme ça va beaucoup plus vite, bah, les entreprises apprennent des gens qui font du no-code parce que ça permet de résoudre des use cases rapidement et pour moi, le Python, c'est la dernière étape avant le no-code. Parce que c'est tellement simple, c'est pratiquement de l'anglais, tu vois? Et donc faites gaffe à l'adoption, parce que je rebondis sur ce que c'est sur Airflow qui a la plus grosse part de marché. Pas parce qu'il y a un langage ou un framework qui est mieux techniquement que, il va forcément déboucher sur plus d'offres. Après, je pense que les entreprises, elles savent aussi que, voilà, c'est par exemple dans une stack avec 14 outils, c'est impossible de trouver quelqu'un qui va maîtriser ces Mmh. 14 outils dans le sens les gens le savent, je pense pas qu'ils attendent de maîtriser tout. Ils attendent, voilà, d'avoir quelqu'un qui est rapidement opérationnel, c'est-à-dire qui connaît les bases et de toute façon, voilà, quand on commence dans un job, surtout en data engineering, au début, on va pas réinventer toute la plateforme, on va simplement faire des pipelines, créer des pipelines en plus. Donc au début, c'est voilà, c'est un peu laborieux, mais il faut juste Mmh. montrer qu'on est capable de délivrer rapidement et rapidement opérationnel. Je pense que souvent ça coche déjà pas mal de cases, dans les profils. Ah ouais. Et donc au niveau du comment tu t'y prendrais pour que parce que tu dis: «C'est bien de connaître un cloud et de le maîtriser pour prouver qu'on peut bosser rapidement dessus». Mon expérience et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, j'ai jamais passé le certif cloud,
parce que petit 1, je considérais que c'était de la pub déguisée, et petit 2, ça me gonflait de prendre sur mon temps libre du temps pour me former, n'étant même pas sûr que ma prochaine mission serait sur l'un de sur l'un de ces clouds. Ouais, Mais j'ai eu le «privilège» entre guillemets de pouvoir faire ça parce que je suis arrivé sur le marché suffisamment tôt pour ensuite avoir assez d'XP en actif pour pouvoir avoir le choix de ouais, mission, effectivement. et donc je peux me permettre de pas, devoir faire trop de taf, avec tout un tas de certifs pour montrer patte blanche parce qu'en fait, j'ai une historique de mission, donc ça rassure les clients. La personne qui a pas ça, il faut bien qu'elle passe des certifs ou qu'elle trouve un moyen de se démarquer. Est-ce que tu conseilles de passer les certifs au cloud? Parce que moi, on m'en a dit plusieurs choses et j'aimerais avoir ton avis dessus. Moi, personnellement, j'ai jamais passé une certif, exactement pour la même raison que toi, c'est le temps que j'ai pas envie de mettre le temps, en fait. J'ai envie Ouais, je pense que ouais, mon temps, il est de faire quelque chose de plus avec plus d'impact que passer face qu'en passant des certifs. Après, il y a des gens qui ont une stratégie complètement inverse. J'ai vu un freelance, sur internet, parce qu'en fait, sur Amazon, il y a un service qui s'appelle Amazon IQ, où en gros, ils mettent en avant des profils freelance, et sur les profils de chaque personne, il y a un nombre de certifications. Donc là, il s'est dit: «OK, je passe 4 mois», il a passé toutes les certifs AWS, et après il a décroché plein de contrats comme ça. OK, ouais. Donc là, ça peut être une stratégie. Mais ouais, moi aujourd'hui, si je veux le faire, je pense que je ferai des projets démo, en fait. Tu fais un petit projet démo, tu investis, une vingtaine d'heures, tu montres que c'est utilisé lambda, que tu sur AWS, c'est utilisé lambda, S3, ECS, Dynamo, voilà un peu les services clés, et tu mets le code sur GitHub. Ça Voilà, si tu as pas s'il y a pas possibilité d'avoir d'expérience via une entreprise, c'est comme ça que je créerai un peu de crédibilité. Et c'est vrai que les certifs, je suis quand même d'accord avec toi. C'est assez souvent le retour que j'ai, c'est que c'est pas mal de bachotage, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à apprendre par cœur et des choses qui sont pas forcément pertinentes. C'est-à-dire que c'est des certifs en général assez génériques justement, et dans le contexte data engineering ou data science, en fait, on a besoin vraiment que d'une petite partie de ça. Donc au final, les heures passées à bachoter une certif qui certes apporte un peu de crédibilité, au final, ça va être dur de la mettre en pratique plus tard. Ouais, je suis Puis j'ai vu content des de gens t'entendre aussi, parce que j'ai eu les mêmes retours là-dessus. Toutes les personnes à qui j'ai demandé qui me l'ont passé, elles m'ont dit: «En fait, c'est le cloud provider qui te fait apprendre par cœur tous les services qui existent». Par exemple, sur AWS, tu as la Snowmobile, tu vois? La Snowmobile, en fait, c'est un truc, pour ceux qui nous écoutent, vous avez des données dans votre serveur et vous voulez les déplacer, bah, vous pouvez les transférer par tuyau, enfin par, internet classique, et ça, si vous en avez vraiment trop et que ça prend des semaines, et bah, pour aller plus vite, AWS vient chez vous, il fait une copie sur disque. Donc, bah, si vous avez 60 machines avec 70, bah, il fait 60 copies. Et il part avec le camion, et puis il va plus loin, et il vous ramène la donnée là où vous vouliez la transférer, de passer sur Internet. Il y a des cas de figure où ça peut être utile de faire ça. Et ça s'appelle la Snowmobile. Et en fait, ça, c'est un service qu'il faut connaître pour avoir je sais pas quel certif, parce que il faut connaître tous les services AWS. Enfin, ouais, c'est typiquement le genre de truc où on s'en fout. En fait, ça sert à rien. Et donc, il y a tous les gens qui ont passé le certif qui m'ont dit: «C'est ça, tu dois apprendre par cœur tous les services», et c'est pas très pratico-pratique, donc c'est pas pour autant que tu seras meilleur dans le fait de savoir où cliquer à tel endroit quand tu le passes. Tout le monde m'a dit ça. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi pour dire que, pour maîtriser un cloud, il d'ailleurs, faut peut-être un petit projet dessus. je suis en train de travailler sur un projet de bouquin justement, je pense que c'est le bon moment pour le placer, et justement pour répondre juste exactement à ce problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a soit des certifs, soit des bouquins qui vont lister les 1000 services AWS sans vraiment donner d'opinion sur ce qu'il faut faire. Mmh. Et en gros, l'idée c'est là, je suis en train de travailler dessus. Je pense que je sais pas quand s'il sera sorti, quand tu diffuseras la vidéo. L'idée, c'est d'avoir un bouquin très court, une cinquantaine de pages, et expliquer, voilà, les 10 services clés pour un data engineer, pour mettre en place une plateforme de données. Et de manière vraiment très opinionative dans le sens, c'est une manière de faire les choses et c'est assumé. Et je pense que ça peut avoir de la valeur pour les gens qui veulent commencer justement et qui savent pas trop par quel bout prendre, AWS. Voilà, donc ça, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. J'espère que le livre sera sorti au moment de Ouais, bah, la écoute, diffusion bonne nouvelle, je vais essayer de mettre ta vidéo dans les dernières pour te laisser du temps, mais, donc tu as 3 semaines, quoi. ah OK, bon, bah, merci. Par charbonner. C'est un livre physique papier ou un e-book un peu sur un truc Notion ou autre? E-book, ouais. E-book, ouais, Exactement. OK, Bah, donc c'est moi qui vais le donc un e-book tout simple, à télécharger, à lire sur l'ordinateur. Après, peut-être, voilà, s'il y a de demande, peut-être que je la ferai en version papier, enfin, je ferai en version papier via AWS, via Amazon, pardon. ouais, Il y a ouais, moi je possibilité pense que de souvent les gens ils préfèrent en ligne parce qu'ils peuvent avoir un écran avec le truc et puis à côté le PC, le deuxième écran. exactement. Mais OK, bah, je pense que c'est une bonne, je suis d'accord avec toi sur le constat, et je pense que effectivement, c'est un vide à combler, donc c'est une bonne idée. Et ouais, donc on mettra évidemment le lien.
Après, tu peux on pourra toujours mettre, si le truc est pas fini, un lien d'inscription vers une newsletter pour recevoir le truc quand il sort, tu vois? Ça, c'est possible. Parce que je pense Ouais, que ça clairement. pourra J'ai écrit vraiment une newsletter. intéresser tout le monde. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, parce qu'en fait, ouais, en termes de cloud, bon, bah, on a le même constat, en fait, leurs certifs, en fait, ce que le seul conseil que je pourrais donner éventuellement, si vous passez une certif cloud pour avoir une petite ligne en plus qui brille sur le CV, passez la première là. Il y a toujours un associate ou un truc, le 1er tiers, le 1er niveau. Celle-là, elles vont vite. Mais toutes les autres, on m'a dit qu'elles prenaient vraiment beaucoup de temps à préparer et à bien apprendre. Donc toutes celles de niveau 2, 3, et cetera, c'est trop cher payé, moi, je pense, en termes de temps investi par rapport à ce qu'on apprend vraiment. Sauf si, Après, moi, j'ai vu des gens, il y a la stratégie de toutes les faire et de trouver du boulot avec ça. Dans ces cas-là, oui, c'est une stratégie, vous faites que ça. Vous devenez la bête de guerre AWS, et pourquoi pas même vous finissez archi, et les archis, ils ont des TGM plus élevés. Donc pourquoi pas. après, si c'est dans le cas, enfin, c'est une personne qui est en poste, par exemple, et l'employeur, donne du temps pour passer l'assertif, ça peut être intéressant. Ça permet de creuser Oui, des sujets aussi un peu périphériques. Ça, je pense que ça peut être assez intéressant. Mais là, je pense que ta question, c'était plus dans un contexte de recherche de poste où là, logiquement, le temps est assez limité. Donc, c'est ça. faut essayer d'a Ouais, moi, en fait, j'ai toujours un aspect pragmatique. J'essaye de faire en sorte que les gens utilisent leur temps de manière efficace pour là-dessus. Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Dan Baker, qui est l'ancien Chief Learning Officer de Kaggle, et lui, il avait publié un graphique il y a 3 ou 4 ans. Là. Il disait, en fait, c'est un graphique avec deux courbes d'apprentissage, la courbe d'apprentissage de Julien, par exemple, et celle de Suzanne. Et il montre, il fait, on croit qu'en fait, il faut tout apprendre avant d'arriver en poste, mais en fait, la courbe d'apprentissage d'une personne qui arrive en poste, même quand elle ne connaît pas grand-chose, bah, elle finit par être plus élevée sur le long terme parce qu'en fait, tu vas côtoyer des seniors. Déjà, tu es sûr que tu vas coder au moins 5 heures par jour parce que tu es payé pour le faire, donc tu es ouais. sûr que tu seras motivé tous les jours. Alors que quand tu es chez toi, les distractions, et que tu es tout seul et que tu n'as pas de deadline, les distractions, elles arrivent très vite. Et en plus, tu as des mentors, des seniors autour de toi qui te font progresser. Et donc, il dit en fait, le plus important, c'est pas de, c'est pas le time to maîtriser tout ce qu'il faut maîtriser. Il dit le facteur le plus important, c'est time to function. Donc vraiment, il faut réduire, compresser au maximum le temps que tu vas passer avant d'arriver dans ton premier emploi, parce que c'est ensuite à partir de là qu'on court. Donc moi, ce que j'aime bien donner comme conseil, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce Data Summit là, avec tout un tas de practitionnaires qui sont là depuis 2, 3, 4, 5, 10 ans, c'est comment, sur quoi il faut que les gens se focalisent pour avoir le plus de rentabilité sur le temps investi. Et donc, effectivement, Ouais. c'était dans ce sens-là que je posais ma question. Et donc, oui, je pense que là-dessus, on est d'accord tous les deux pour dire que les certificats quand tu es solo chez toi et que tu vas apprendre ça tout seul avant d'avoir ton premier poste, c'est un super coup. Maintenant, effectivement, comme tu disais, si vous êtes en ESN, bah, et que le ESN vous paye, voilà. Euh, Est-ce que tu as un peu des pronostics? Peut-être, tu voulais dire un truc? Excuse-moi. Non, je pense que, enfin, faire un projet de démo, ça peut être un bon support dans le sens, voilà, essayer de le timeboxer, dire voilà, dans 2 semaines, ce sera fini. Faire même si c'est pas complet, avoir un bon projet, de démonstration sur GitHub. Je pense que c'est, parce qu'en gros, les entretiens, en général, les gens, ils demandent faut discuter d'un projet. Soit c'est Mhm. un projet qu'on a fait les entreprises, si on n'a pas de projet en entreprise, bah, c'est un bon moyen d'avoir du matériel, quoi, quelque chose sur lequel parler, échanger, pour que les gens comprennent si on maîtrise des concepts ou pas. Je pense que ça peut être une bonne stratégie si on n'a pas l'opportunité d'avoir l'expérience en entreprise, au préalable. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Est-ce que tu as comment dire, des pronostics un peu sur l'évolution de nos métiers d'ici quelques années? Ou des paris que toi, tu as fait personnellement, ou des choses comme ça. Moi, le pari que j'ai fait, moi, il y a quelques années, c'est de passer en data engineering et je pense que Mmh. c'est un pari qui est toujours bien à faire. Dans le sens, je sais pas si tu as vu j'ai posté hier, un post qui a plutôt bien marché. C'était sur les Google Trends de, data engineering vs, LLM. Et en fait, on voit la Google Trend de LLM qui a démarré il y a 1 an et demi et celle de data engineering qui suit, il y a 6-7 mois. Et je pense qu'il y a toute une bulle autour du data engineering qui va grandir dans les prochains mois. Je pense que c'est un bon investissement aujourd'hui, stratégiquement d'aller dans ce domaine. Pourquoi? Parce que les entreprises aujourd'hui, elles ont défriché, grâce au LLM, elles se sont rendues compte que ce qu'elles ont besoin, c'est pas forcément d'avoir des super modèles, mais surtout d'abord d'avoir des super données avec des données de qualité. Et je pense que voilà, et je pense qu'elles vont avoir de plus en plus besoin d'ingénieurs
d'ingénieurs de données pour mettre en place toutes ces plateformes, pour mettre en place tous ces processus de nettoyage de la donnée, et cetera. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon pari à faire d'aller dans cette direction. Ah, c'est super intéressant. J'y avais pas pensé, donc je viens de retrouver ton post. Je mets ça là, je partage l'écran, donc là, c'est Google Trend LLM Ouais, et là, on voit exact. qu'à partir donc c'est de décembre, 2023, donc il y a 4-5 mois, là, il y a 5 mois, le Google Trend Data Engineering qui a commencé à pop-up et c'est marrant parce que tu Exactement. vois, je me serais attendu à ce que le data engineering, il pop avant parce que c'était la réponse à la data science. Mais en fait, les LLM ont encore fait qu'on a encore plus cherché des data engineers en prévoyance des LLM, quoi. Encore plus que de la data Ah, science. exactement, en fait, c'est comme tu dis, c'est le même pattern qu'il y a en 2015. En 2015, tout le monde voulait faire de la data science. Et donc, tout Ouais. le monde a embauché des data scientists et on s'est rendu compte que ce qui manquait, c'était des données de qualité pour avoir des modèles pertinents. Et là, je pense que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils ont lancé des projets LLM, puis on se rend compte que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir déjà des infrastructures de données propres. Mmh. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est juste la conséquence de la Ouais. bulle LLM. Et je pense que stratégiquement, c'est bien de se placer un peu dans ce sous-segment de la data. Ouais, bah, ouais et bah, c'est un bon conseil de fin parce que ça nous renvoie au reste de l'interview où tu as donné des éléments pour le faire. Donc, Python SQL évidemment, Terraform, why not? Un orchestrateur pour se lancer un peu et surtout un cloud. Surtout un cloud et un Ouais, data warehouse, pour ce type. OK, bah, écoute, super intéressant. Un dernier mot de la technologie, fin? peut-être, Ouais. il y a une technologie qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est les open table formats, notamment Iceberg. Ça, peut-être pour les profils Mmh. plus avancés en ingénierie. Je pense que ça a un bon pari aussi à faire pour l'avenir. Parce qu'en gros, c'est OK. une technologie Alors qui je va suis permettre curieux parce que de rendre. Iceberg, j'y ai pas touché, je sais même pas exactement ce que ça fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, dans quel contexte, comment on s'en sert, à quoi ça sert, à quel problème ça répond? En fait, typiquement, aujourd'hui, les data platforms, elles sont divisées en 2 parties, une partie lake et une partie warehouse. Donc dans la partie lake, on va donner toutes les données brutes et ensuite on va les transférer vers une warehouse. Ça, bon, un problème, c'est que justement, il y a cette étape de transfert entre le lake et la warehouse qui fait que voilà, c'est des coûts en plus, c'est un pipeline à maintenir en plus. Donc c'est plein de sources de problèmes. En gros, il y a des gens qui se disent: «OK, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, accéder directement aux données, dans le lake sous forme de table?» Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé tout un standard, donc une manière de structurer les fichiers dans un data lake, de manière à ce que les données puissent être accessibles directement depuis une warehouse. C'est-à-dire qu'il y a plus besoin de copier les données du lake vers la warehouse, on peut juste directement les accéder depuis, BigQuery ou Snowflake typiquement. Mmh, Il OK. y a plus besoin de copier la donnée. En fait, ils ont fait ça donc typiquement Snowflake peut-être on va aller un peu un peu trop technique, tu me dis. Mais en Oui. gros, Snowflake, ce qui se passe, comment est-ce que c'est structuré? Donc, les données sont enregistrées sous forme de fichiers et Snowflake maintient des métadonnées sur ces fichiers. Ce qui fait que quand on exécute une requête, Snowflake ne va pas ouvrir tous les fichiers, va juste ouvrir les fichiers qui sont nécessaires pour répondre à la requête, ce qui permet d'optimiser l'exécution de cette requête. Et en fait, Iceberg, c'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est des métadonnées sur les fichiers qui sont enregistrés de manière à aider Snowflake, BigQuery ou n'importe quel engine à accéder à la donnée. Et ce qui fait que n'importe maintenant les engines, ils vont devenir interopérables, c'est-à-dire qu'on va avoir nos données dans le data lake enregistrées sous format Iceberg et après on va pouvoir plugger n'importe quel engine par-dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser Snowflake, BigQuery, même des plus petits engines comme DuckDB de manière, sans rien avoir à faire, sans avoir besoin de dupliquer la donnée entre les systèmes. Ça, je trouve que Mmh. c'est assez intéressant et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont utiliser OK, ça parce donc que ça permet vraiment, et la domaine, si je remonte d'un cran, que je schématise, parce que là, je pense que les data engineers qui nous écoutent, ils nous ont suivis, mais les data scientist analysts, peut-être pas, en fonction de leur culture. ouais. Pour passer de l'un à l'autre, il faut copier la donnée, donc c'est chiant parce que les coûts de réplication sont énormes. Et donc, du coup, pour éviter ça, on crée un espèce de nouveau type de fichier qui, en plus de contenir la donnée, autour, il y a de la métadonnée. Et c'est ça qui permet d'organiser et de présenter la donnée d'une manière ou d'une autre selon qu'elle est requêtée en mode warehouse ou en mode lake. Alors c'est pas un format de fichier, les fichiers sont toujours au format Parquet, mais c'est vraiment une D'accord. structure de métadonnées qu'on va placer au-dessus et qui va être mise à disposition de toutes les autres technologies autour pour qu'elles puissent accéder à la donnée de manière efficace et efficiente. Ouais, bah, c'est intéressant parce qu'il y a Et Christophe Beffara qui veut faire un guide sur les formats de données, justement. Je pense que c'est lié à la compréhension de tout
de ces éléments-là? Parce que moi, ce que tu dis là, ça m'évoque un peu le format Delta, Delta Lake de Ouais, Data. c'est exactement ça. Ouais. Il y a 3 formats comme ça qui se tiennent à Bourg. Il y a Iceberg, Delta et Hudi, je crois. OK. C'est exactement le même problème qui est adressé avec Qui ces 3 vient de la de du avec de la métadonnée, OK. Ouais, OK, bah, c'est intéressant, donc ouais, Iceberg, c'est un peu un concurrent de Delta. OK, du coup, c'est ouais, du OK. format Delta. Ouais, du format Delta, pardon, effectivement. Hem, un dernier mot pour, si tu as un dernier truc à partager ou un conseil à donner, à ceux qui nous écoutent? Non, je pense que, bah, il est pas trop tard pour se lancer, même si ça fait déjà 10 ans que la bulle de data, elle existe. Je pense ça va encore exister pendant longtemps. Faut juste, être assez, stratégique dans les verticales qu'on souhaite adresser et et je pense qu'il faut pas se laisser impressionner par les offres d'emploi où il y a 50 outils qui sont demandés, qui sont Mmh. listés. Langage de programmation, faut pas hésiter. Je pense que c'est un peu une façade et voilà, faut tenter sa chance avec, les compétences qu'on a. Et il y a pas de raison que enfin, de toute façon, le marché est en pleine expansion et je pense qu'il va le rester donc il y a plein d'opportunités à la saisir pour tout le monde. OK, bah, c'est un bon mot de la fin parce que c'est sans doute rassurant et encourageant pour tous ceux qui merci beaucoup Julien d'avoir accepté de participer au sommet donc je vais mettre ton lien, sur LinkedIn pour que les gens puissent te retrouver, notamment ceux qui sont intéressés par, ton futur, petit e-book sur, enfin, petit d'ailleurs, ton futur e-book sur mener un projet de bout en bout, dans le cloud. Et on mettra un lien aussi quand il sera finalisé. S'il n'est pas finalisé avant, bah, on mettra un lien, vers les gens, un truc, un petit formulaire tag box sur lequel les gens pourront s'inscrire. Si comme ça, s'il y en a qui sont intéressés, bah, vous pourrez suivre un peu cette, cette Je petite fais une, aventure. newsletter. OK. OK, J'ai une bah, newsletter, on met la newsletter. on mettra le lien Tu aussi. m'envoies tout ça et puis on va le mettre sous la vidéo, comme ça les gens qui veulent te retrouver, ils auront tous les infos. Merci à tous de nous avoir, écoutés pour cet épisode avec Julien et puis à demain pour le prochain épisode. Bien, salut, à bientôt. Salut, bonne journée, ciao.